engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, c'est Denis Martel qui est au micro et on reçoit Éric Kerr. Éric Kerr qui a un nouveau poste au ministère de la cybersécurité et du numérique. On va éclairer tout ça, on va démêler tout ça avec lui. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, M. Martel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc, oui, effectivement. Est-ce que je peux dire, Monsieur le ministre, bonjour? Ben oui, ça, vous pouvez très certainement dire ça. Parce que là, c'est ça. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, M. Kerr, il y avait encore des changements. Vous aviez dû m'aider à démêler tout ça. Mais là, c'est le numérique surtout le numérique, je dirais, au gouvernement. Un gouvernement sous la CAQ, c'est quelque chose qui évolue rapidement parce que vous avez vraiment pris ça à bras-le-corps, qu'on dit. Et il y a beaucoup de nouveautés. Donc, il y a eu du changement. Si j'avais à vous présenter, je dirais député de la pelleterie, ministre de la cybersécurité et du numérique, ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. C'est bon? Voilà. Leader parlementaire adjoint. Ça va bien. Ça va bien, merveilleux. Leader parlementaire adjoint du gouvernement. Ministre responsable, ça fait 2 fois que je le dis, je le dirai pas une deuxième fois. Par contre, avant, il y avait cette notion-là de ministre délégué. Là, maintenant, on dit ministre seulement. Ça serait ma première question. C'est quoi la distinction? Comment on démêle tout ça? Ben, c'est que au début, la responsabilité de l'informatique, disons-le là, de façon très large, que ce soit le numérique, la cybersécurité ou tous les volets TI, tombait sous le chapeau du Conseil du Trésor, donc du ou de la présidente du Conseil du Trésor. Mais comme c'était un mandat qui en soi était extrêmement important et extrêmement large, le premier ministre m'a nommé ministre délégué, ce qui veut dire que j'appartiens au Conseil du Trésor, donc je tombe sous la coupe du président initialement et de la présidente du Conseil du Trésor, avec une fonction ministérielle très précise à l'intérieur de cet immense ministère. Maintenant, on a sorti ça du Conseil du Trésor. C'est devenu un ministère à part entière et donc, de ce fait, dirigé par ce qu'on appelle un ministre en titre. Okay. Ce qui est la différence. Dans la hiérarchie, si vous voulez, le ministre délégué travaille en collaboration avec un ministre en titre. Là, maintenant, étant donné que le ministère de la cybersécurité et du numérique est un ministère à part entière, il est dirigé par un ministre en titre. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi un ministre à part entière? Ben oui. Par la force des choses, hein? Par la force des choses, mais comme ministre délégué, je vous dirais que il n'y a pas, au niveau de mes, je dirais, de ce que je fais, ça ne change pas grand-chose. C'est le ministère lui-même qui a plus de pouvoir. Moi, je siège au même Conseil des ministres, j'ai le même droit de parole au Conseil des ministres, j'ai les mêmes avantages que les autres ministres. C'est simplement que maintenant, c'est un ministère à part entière avec ses budgets, les budgets qui lui sont propres, les pouvoirs qui lui sont propres, parce qu'il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été attribués à ce ministère-là, donc au ministre qui le dirige. Et je vous dirais que c'est plus dans la capacité d'action là, que ça change pas mal de choses. Est-ce que ça a un pied à terre, ce ministère-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un endroit, une bâtisse? C'est où? Le ministère de la cybersécurité et du numérique? 900 carrés Diouville. On est installé, les cabinets du ministre et du sous-ministre sont installés au 9e étage du 900 au carré Diouville. Ça doit être du travail, ça doit être beaucoup de travail, mettre sur pied un ministère. Là, j'imagine qu'il y a toute une phase avant de même pouvoir commencer à juste gérer, juste passer à une gouvernance là je mets des gros guillemets, du quotidien. Il y a toute une grande phase de construction, de mise en place du ministère, j'imagine. Oui, bien en fait, c'est qu'on a fusionné des entités qui existaient déjà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous sont épargnés au niveau administratif. ITQ agissait déjà comme un ministère, donc avait une comptabilité, un service juridique, un service de ressources humaines, etc., etc. Donc, toute
l'administration courante d'une organisation à part entière. ITQ les avait déjà. Donc, en fusionnant ITQ et le secrétariat du dirigeant principal de l'information, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place. Je vous dirais, malheureusement, les principales difficultés viennent du fait du fonctionnement du gouvernement à proprement parler. Mais ça, c'est des choses que on va corriger avec le temps. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses à faire pour ce ministère-là au gouvernement du Québec, notamment briser cette culture intrinsèque du silo qui est inhérente à toutes les organisations du gouvernement du Québec. Ça, puis la création d'un nouveau ministère nous le renvoie là, dans le visage de façon assez claire. C'est un gros défi de gouvernance, puis j'avais la question pour plus tard, mais je pense qu'elle est appropriée maintenant. Comment c'est reçu dans la fonction publique, même auprès des acteurs de la fonction publique? Est-ce que tous ces changements-là, ce travail-là qui se présente est bien reçu? Oui, c'est très bien reçu. En fait, de façon générale, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quelques voix discordantes, là, mais de façon générale, c'est très bien reçu. Je pense que tout le monde, M. Martel, convient qu'on en était là. Plus le numérique évolue, moins il était compatible avec la mission du Conseil du Trésor, qui, ne l'oublions pas, est un contrôleur financier. Ce n'est pas une organisation qui a pour mandat de développer les hauts niveaux d'expertise qui sont maintenant requis par le déploiement du numérique, qu'on pense à l'intelligence artificielle, qu'on pense à l'Internet des objets, etc. Bon, tout ce qui vient maintenant avec le numérique. Je veux dire, le Conseil du Trésor est un organisme de contrôle financier, un organisme de contrôle budgétaire. C'est sa mission intrinsèque, ce pourquoi il a été conçu, n'est pas de développer ces expertises-là, de fournir ces services-là. Donc, ça présidait à maintenir la culture du silo parce que comme le Conseil du Trésor ne peut pas vraiment le faire, ou en tout cas pas autant que ça aurait été souhaitable, bien, il appartenait aux différentes organisations de le faire pour et par elles-mêmes. Et là, bien, encore là, on renforçait cette culture-là du silo, alors que le numérique nous appelle de tous ses voeux au partage, à la collaboration, à la mise en commun. Le déploiement du numérique et de la cybersécurité, c'est tout sauf des silos. Est-ce que le défi dans ce contexte-là est pas... En fait, je serais curieux de vous entendre à savoir, c'est quoi le défi le plus important à l'intérieur de ce que vous nous exposez? Est-ce que c'est le défi technologique ou c'est le défi de transformation organisationnelle? Ah, c'est le défi de transformation organisationnelle, clairement. En fait, la technologie est rendue beaucoup plus loin que la culture de notre organisation permet de les intégrer. Et vous allez m'entendre parler des silos à satiété, M. Martel, parce que... Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Écoutez, on a fait une petite révolution au printemps passé en disant toute information, toute donnée qui est collectée par et pour le gouvernement doit appartenir, ou en tout cas, le gouvernement doit en être le fiduciaire. Et ça, pour tout le monde, ça semble assez anodin, mais pour l'administration publique, c'est une révolution. Parce que là, vous dites à 304 organismes, tes données ne sont pas tes données. Ce sont des données et ces données-là, on peut tous les utiliser. Et ça vient bousculer tout le monde. Tout le monde perd ses repères. Ça a été incroyable. La panique que ce simple changement-là a généré. Parce que les gens disaient, mais mon Dieu, j'aurais plus accès à mes données, puis c'est épouvantable. Vous allez partir avec mes données, je ne pourrai plus les utiliser. Non, calmons-nous, là. On fait juste dire que Denis Martel, celui à qui je parle, il y en a juste un au Québec. Il devrait n'y en avoir qu'un seul pour le gouvernement du Québec. Or, actuellement, il y a 304 organismes au gouvernement du Québec. Il y a donc 304 versions de Denis Martel. Ce n'est pas normal. C'est juste ça. C'est une des orientations qui était déjà présente dans la stratégie de transformation numérique gouvernementale 1923 qui avait été déposée, sur laquelle vous avez travaillé, entre autres. Qu'on a concrétisé par un projet de loi au printemps dernier.
mais après des années de travail, là. Et essentiellement, le travail était d'expliquer aux gens de changer cette culture-là, de faire voir aux gens quels sont les avantages de travailler avec la façon dont 95 nous appelle, la loi 95 nous appelle à le faire. Et là, alors, vous me demandez, c'est quoi mon principal défi? C'est de changer cette culture-là. C'est de dire à un employé du gouvernement du Québec, non, tu n'es pas un employé du ministère de la Santé et des Services sociaux. Non, tu n'es pas un employé du ministère de l'Éducation. Tu es un employé du gouvernement du Québec qui travaille dans une sous-entité qui s'appelle le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, etc. Et ça aussi, ça paraît très simple, mais c'est loin d'être simple. Loin d'être simple. Donc, on parle d'un partage des données. J'allais dire centralisation, mais je pense que c'est pas le bon terme, hein, parce que ça va rester. Bon en réalité, ça circule, c'est transversal, ça n'appartient à personne, mais c'est unique. C'est une information unique pour tout le monde, mais à ce moment-là, donc, il y a aussi un partage de la donnée qui offre des opportunités. J'imagine que c'est quelque chose que les différents ministères et organismes vont pouvoir saisir. Bien, tout à fait. Écoutez, qui n'a pas son histoire d'horreur avec le gouvernement du Québec? Une des pires dont j'ai eu vent, c'est quelqu'un qui reçoit une lettre du gouvernement dans laquelle on lui demande un certain nombre d'informations, dont son adresse postale. Alors qu'il l'a reçu par courrier. Mais tu m'as envoyé une lettre, tu dois l'avoir, mon adresse. Alors, et ça, là, je suis convaincu, M. Martel, vos auditeurs, on a tous nos histoires d'horreur du gouvernement du Québec qui nous pose des questions pour lesquelles non seulement il a la réponse, mais généralement, c'est lui qui génère la réponse. Et là, les gens à l'interne, et c'est là toute la culture du silo, M. Martel, parce que les gens à l'interne vont vous dire, oui, mais c'est pas la RAMQ, c'est le ministère de la Santé. Oui, mais ce que nos gens doivent comprendre, c'est que le citoyen, il s'en fout. C'est tout le gouvernement du Québec. RAMQ, santé, SAAC, transport, éducation, c'est tout le gouvernement du Québec pour le citoyen. Et le citoyen a raison. Ce sont nos gens à l'interne qui ont tort de faire ces divisions-là qui n'existent que pour des raisons administratives. Donc, un regard tourné vers le client. Donc, une amélioration de l'expérience client dans ce contexte-là. Oui. On se met dans la peau, on vire le... On a changé la caméra de côté. On se met à regarder de l'autre côté pour voir un peu quelle expérience que ça l'offre. On se dit au service du citoyen, mais dans les faits, M. Martel, c'est le citoyen qui est à notre service. Alors, quand on à nourrir d'informations, cette bête-là. Cette bête à multiples têtes. Au gouvernement du Québec, il y a tellement de choses qu'on doit faire pour la personne qui est supposée nous rendre le service pour qu'elle puisse nous rendre le service qu'au final, on ne sait pas qui est au service de qui. Bon. Alors que, de façon très simple, prenons quelque chose de très simple, un changement d'adresse. Alors, pourquoi, au 21e siècle, je ne peux pas prendre ce petit appareil, le débarrer, aller sur mon application du gouvernement du Québec, entrer mes changements d'adresse ou de téléphone ou valider. Et à partir de là, compte tenu du fait que tous les organismes se nourrissent à la même source, bien, l'ensemble de l'appareil public a accès à ma nouvelle adresse. Voilà, ça, moi, m'a pris 30 secondes et tout le monde est à jour. Est-ce que c'est de ça? On parle de ça quand on parle d'identité numérique? C'est de ça dont on parle quand on parle d'identité numérique et c'est de ça dont on parle quand on parle de la loi 95 qui va permettre à l'ensemble des ministères, organismes du gouvernement du Québec de se nourrir aux mêmes sources d'informations. Ça, là, c'est un exemple banal, typique de quelque chose qui peut polluer l'existence de nos concitoyens. Un simple changement d'adresse, comment ça peut être prendre des mois avant que tout le monde se mette à la même page. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui devrait être très simple aujourd'hui. Les Québécois se verront attribuer une identité numérique unique à la naissance? Oui, à la naissance, absolument. Évidemment, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'identité numérique, le volet qu'on vient de faire autoriser au Conseil des ministres, il y a le projet partage parce que, un peu à l'image du passeport vaccinal, où vous pouvez avoir le code QR, le vôtre, celui de vos enfants,
celui d'une personne dont vous auriez la responsabilité, bien, il sera possible dans l'identité numérique d'avoir ça, donc d'avoir cette identité numérique pour vous, pour vos enfants, pour une personne dont vous auriez la charge. Et cette identité numérique-là va vous permettre de vous identifier, de vous authentifier, non seulement dans l'appareil public du gouvernement du Québec, mais avec nos municipalités. On a des ententes, donc ça va être vrai aussi avec le gouvernement fédéral. Et on est en discussion avec les grandes entreprises comme entreprises de télécommunications, les institutions financières, etc., pour que cette identité numérique-là soit utilisable aussi dans la société civile. J'aimerais revenir sur l'ensemble. Il y a 3 grands points. Quand on parlait lorsque le ministère n'était encore qu'un projet de loi, on parlait du projet de loi 6. C'était ça? C'est issu de la loi 6, l'origine du ministère de la cybersécurité. On parlait de rehausser les pratiques sécuritaires qui visent à protéger l'État des cyberattaques et à éviter les vols de données. On disait décloisonner les bases. Hein? Bon, là, ça, vous en avez parlé assez abondamment. Les bases de données gouvernementales afin de mieux servir la population et de rendre plus performante la gestion des ministres, des organisations et des institutions. Et le 3e point était mettre en place une identité numérique, c'est ce dont on vient de parler aussi, qui permettra l'accès simplifié au service de l'État pour la population. Au point de vue des éléments reliés à la sécurité, on a été victime au Québec d'attaques importantes dernièrement et ça vous a obligé à poser des gestes importants, des gestes qu'on avait encore même, je pense, jamais vus au Québec dans ce domaine-là. Donc, vous avez été mis à l'épreuve rapidement, M. Carr, dans vos nouvelles fonctions. C'est correct. Ben oui, je pense que oui. Est-ce qu'en ce moment, on est encore à risque ou on peut considérer qu'on est un peu protégé? Non, en fait, on n'a pas été à risque du fait d'avoir fermé les systèmes. Vous comprendrez qu'un système qui n'est plus visible depuis Internet, la faille de sécurité ne pouvait plus de ce fait être exploitée. Et les systèmes que nous avons remis en ligne, je vous dirais qu'au moment où on se parle, là, c'est 70 ou 80% de nos systèmes qui ont été remis en ligne. Je n'ai pas les chiffres à jour, vous m'excuserez. Il n'y a pas de souci. Mais donc, quand ils sont remis en ligne, ils sont sécuritaires. Puis je vous dirais, ce qui est encore plus comique, c'est que la faille qui nous a obligés à fermer les systèmes nous a aussi permis de découvrir d'autres failles dans la même librairie. Donc ça a été un mal pour un bien parce que ce faisant, on a pu corriger l'ensemble des problématiques avant de remettre les systèmes en ligne. Mais là-dessus, je vous dirais qu'on est... Puis honnêtement, vous me donnez une opportunité, M. Martel, et je vais la saisir, de saluer le travail des équipes et de démontrer à nos concitoyens à quoi ça sert un ministère du numérique. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la culture du silo dont j'ai parlé en début d'entrevue, la sécurité de l'information relevait de chacune des organisations, donc les 304. Et ça veut dire que ces 304 organisations-là, à géométrie variable, auraient dû être conscientes de l'alerte qui était lancée par Apache sur la faille en question, auraient dû avoir la capacité technique d'évaluer le risque, auraient dû avoir la capacité technique et opérationnelle de réagir au risque. La vérité, là, c'est que si on avait fonctionné encore dans ce mode-là, il y aurait probablement une majorité de nos organisations qui n'auraient même pas traité la faille en question, puis dont les systèmes seraient encore visibles sur Internet et donc à risque, comme on vient de le dire. Donc, non seulement ça nous a permis de bien réagir, donc d'avoir la bonne réaction par rapport à la menace, mais ça nous a permis d'avoir cette réaction-là au nom de l'ensemble des organisations du gouvernement du Québec et ce faisant, de protéger l'ensemble de nos systèmes. Je trouve ça fascinant. Puis c'est le fun de voir déjà une application, un gain concret des éléments que le nouveau ministère amène. On parle de 4 milliards de budget, c'est par année, j'imagine, pour le... En fait, il faut que je fasse une distinction. Ce n'est pas le budget du ministère, c'est le budget des dépenses totales du gouvernement en TI,
en transformation Ah, numérique. j'aurais cru que c'est plus que ça. C'est pas que la somme n'est pas importante, là, c'est que c'est tellement rendu au cœur de tout. Non, le budget d'opération du ministère va être beaucoup, beaucoup en bas de ça, là, je vous Oui, dirais. OK, mais Non, un ministère qui nous coûterait 4 milliards, vous ne m'aimeriez pas. Là. Ça, c'est les sommes qu'on dépense. S'ajoute à ça le PQI, donc les infrastructures TI. C'est une somme additionnelle de 7 milliards ben c'est ça, c'est pour ça pour que... l'ensemble de l'appareil public. OK, donc ça n'intègre pas, ma question allait dans ce sens-là, c'est que ça n'intègre pas tous les investissements nécessaires en modernisation, parce que 4 milliards, à ce moment-là, ça devient peu. Effectivement, OK, on est d'accord. 4 milliards, là, c'est ce qu'on va payer en salaire, c'est vraiment les dépenses là, courantes. Et les investissements d'infrastructure, on parle d'un 7 milliards au PQI, au Programme québécois d'infrastructure. Donc, ça a été quoi l'influence? En fait, je cherche à comprendre comment cadrer la stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 qui avait déjà été déposée, dans laquelle vous aviez justement amené cette vision-là. Finalement, est-ce que c'est un peu le texte fondateur de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ça cadre comment dans ce contexte-là? Oui, ben en fait, je pense que vous le résumez bien. La stratégie... qui était l'objectif global. Parce qu'il faut comprendre que quand on est arrivé, il existait une stratégie. Moi, le reproche que je lui faisais, c'est qu'elle ciblait des organismes en particulier, mais amenait pas une vision collective, amenait pas une vision d'État de la transformation numérique. Alors, on parlait de l'éducation, on parlait en culture, on parlait en santé. Et ça, pour moi, ça contribuait à maintenir cette idée-là des silos. Alors que la transformation numérique, elle est gouvernementale. Il y a des objectifs qui sont gouvernementaux, qui doivent être rencontrés par les différentes entités du gouvernement à travers leur propre transformation numérique. Et ça, vous l'avez bien dit. Le texte fondateur, oui. Et pourquoi? Parce que ça nous a justement amené dans nos derniers retranchements, d'une part, nous, comme organisation au Conseil du Trésor, de voir les limites de notre capacité à présider à cette transformation numérique-là, et aussi de voir à quel point dans l'appareil public, puis je ne blâme personne, ça a été construit comme ça et les gens ont grandi à travers cette organisation-là. Donc, d'arriver puis dire ce que vous voyez, c'est plus bon, il faut changer ça. Mm-hmm. C'était tout un changement. Et c'est là où on s'est dit, bon, ben OK, ça nous prend plus qu'un organisme de contrôle budgétaire pour faire ça. Ça nous prend un ministère à part entière qui va jouir de l'autorité et des pouvoirs et des outils et des budgets d'un ministère. Assis sur la loi 95 dont je vous ai parlé, le combiné des deux nous donne le ministère de la cybersécurité et du numérique. Et dans sa capacité à réaliser cette stratégie de transformation numérique-là dont vous parlez. Donc, est-ce que c'est le texte fondateur? Très certainement. Tantôt, on a fait état de l'étape importante qui est de construire tout ça, mettre en place un nouveau ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la feuille de route pour la feuille de route à court terme? Là? C'est quoi les prochaines étapes? Quand on se laisse avant un atelier, à la fin d'un atelier, on dit c'est quoi les next steps? Bon, écoutez, on a, je pense que vous l'avez dit, là, la livraison du Service québécois d'identité numérique, le bloc 1, tout le volet du registre d'identité numérique québécois, tout le volet de l'infrastructure qui va nous permettre d'arriver avec les projets subséquents du portefeuille numérique, de l'identité numérique à proprement parler. La livraison de ça au printemps 2022 pour le citoyen, 2023 pour les corporations. On poursuit le projet de consolidation des CTI, des centres de traitement de l'information. Vous le savez, là, on était à 576. On ramène ça à 3 ou 4, là, si ma mémoire est exacte. Donc, ça aussi, c'est un gros changement. Tout le transfert vers l'info nuagique pour le gouvernement du Québec. En fait, on poursuit ça. Je vous dirais, là, les gros nouveaux chantiers sont en cybersécurité. Okay. Donc là, on a mis en place un programme de 15 mesures de cybersécurité à être déployées par l'ensemble de nos organismes, de nos ministères et organismes. Donc, M. Waterhouse va avoir la lourde tâche de s'assurer que les ministères et organismes se conforment à ces 15 mesures-là. Pour certains, ça va être un bon défi parce qu'il faut comprendre là, que tout le monde ne travaille pas avec des technologies à la fine pointe. Là. Il y a un ou deux systèmes qui sont peut-être désuets au gouvernement du Québec, je vais le dire comme ça. Là. Donc, ça aussi, c'est un chantier qui est très important parce que
la cybersécurité a été identifiée, en fait, la cybermenace a été identifiée comme un des 10 éléments dont l'expansion est le plus fort au monde. Au monde. Donc, le top priorité dans bien des pays, là, c'est dans le top 5 des priorités. Je peux vous dire qu'au Québec, c'est le cas. Le premier ministre a été très clair sur le fait qu'en matière de cybersécurité, il y a des objectifs très ambitieux pour le gouvernement du Québec. Donc, ça, évidemment, ça va être à très court terme. Là. On va annoncer des choses. Je ne peux pas malheureusement aujourd'hui vous dire qu'est-ce qui est sur le feu, mais très, très, très prochainement, là, on veut annoncer, on a deux chantiers très importants là, qu'on veut annoncer aussi rapidement que possible, là, qui vont contribuer à rencontrer ces objectifs-là en matière de cybersécurité. On va rester à l'écoute et attentif. Dernière question, M. Kerr. Évidemment, on ne peut pas faire une entrevue, se parler au moment, dans les moments qu'on vit actuellement, sans venir parler de la santé et de la sécurité publique. Est-ce que le ministre, M. Dubé, et le premier ministre font appel à vous pour des contributions en numérique spéciales, précises et dédiées? Avez-vous une mission au point de vue du numérique où vous vous êtes fait confier le devoir de trouver de quelle façon le numérique pouvait venir contribuer à nous sortir de tout ça et de justement commencer à prendre les devants et cesser d'être en réaction? Oui. Ben oui, évidemment, là, vous comprendrez. Déjà, dans le passé, c'était le cas. Il y a effectivement, puis je pense que M. Dubé, vous l'avez entendu dans l'espace public, là, est extrêmement ambitieux dans la refonte qu'il veut des systèmes d'information. D'abord, il a déposé un projet de loi parce que vous devez comprendre que j'ai déposé, moi, la loi 95 qui a été adoptée, qui donne cette portée-là générique à la donnée à l'intérieur de l'appareil public. Mais il faut savoir que les données de santé étaient régies par 7 régimes de protection différents qui étaient, disons, extrêmement difficiles à gérer. La pandémie et les mesures d'urgence ont donné au ministre de la Santé une capacité qu'il n'a pas généralement par rapport à ces régimes de protection-là. Donc, la loi qu'il dépose là, vient pérenniser cette capacité-là à utiliser les informations pour être capable d'améliorer la situation. Donc ça, c'est un très gros chantier auquel M. Dubé s'est attaqué, qui va nous permettre après ça d'arriver avec l'application. Comme vous le savez, là, j'ai déposé la stratégie d'intégration d'intelligence artificielle. Donc, on va arriver avec des projets. M. Dubé va arriver avec des projets et clairement, le ministère de la cybersécurité et du numérique sera en support. Mais il faut comprendre que notre mandat à nous n'est pas de se substituer aux ministères et organismes. Notre mandat, il est de s'assurer d'une part que les ministères et organismes, évidemment, développent leurs produits en cohésion avec ce qui se fait ailleurs. Donc, on ne va pas dupliquer des produits pour des besoins qui sont communs. Nous allons utiliser des systèmes communs. Mais pour ce qui est propre à chaque ministère, il appartient au ministère de développer ces outils. Et là, le MCN tombe en soutien. On va fournir un soutien technique, on va fournir un soutien matériel à l'occasion, etc., etc. Merci beaucoup, M. Kerr, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été présent aujourd'hui. Donc, c'est tout pour notre épisode. Je vous ai perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Êtes-vous encore là, M. Kerr? En tout cas, ça donne bien, tant qu'à planter aussi bien que ça plante comme ça en fin d'épisode. Merci pour ce qui est de vous, mes chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était notre épisode pour cette semaine. Des entrevues comme celle-là, on en a plusieurs sur nos différents canaux, que ce soit Facebook, SoundCloud, on est sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast. C'est Denis Martel qui était au micro cette semaine et je vous remercie d'avoir été présent.